Justement. Et puis enfin, vous comment avez-vous trouvé le débat d'hier soir sur TF1? Est-ce que vous avez fait votre choix finalement? Macron, Mélenchon, Hamon, Fillon, Le Pen ou les autres, le reste aussi, parce qu'il y a les autres candidats, ils sont 11 au total. Hein. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Et puis le billet d'humeur de notre éditorialiste qu'on retrouve dans une poignée de secondes. Bonjour Nasser Kétan. Bonjour Adil, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Non, Nicolas Sarkozy n'a pas cédé tous ses droits d'auteur pour financer la campagne de Benoît Hamon. Non, Abdelaziz Bouteflika n'a pas démissionné de son poste. Et non plus, le golf en fauteuil roulant n'est pas devenu discipline olympique. Non, ce n'est pas le sosie de François Hollande qui est à l'Élysée. Et non plus, le couscous frites n'est pas devenu le plat préféré de Donald Trump et des Américains. Eh non. Aujourd'hui, c'est le début de l'année, ou tout plus simplement l'arrivée de la première saison, je veux nommer le printemps. C'est le premier jour de printemps, le 21 mars. Instant magique où la première annonce, où la primevère annonce toutes les autres fleurs, période féerique où le jour est égal à la nuit, spectacle magique où les bourgeons donnent des boutons à la nature, où les yeux s'écarquillent, les cœurs s'ouvrent, les oreilles tressaillent sous une musique inattendue, et où, cerise sur le gâteau, le pastel des couleurs fait rougir la grisaille finissante de l'hiver. Réjouissons-nous, le printemps est arrivé, et hier s'enfuit en courant. Jour précieux où ouvrir une porte est une respiration, tendre la main un réflexe naturel, sourire et rire des invitations permanentes. Le printemps nous prend par la main et nous emmène vers demain. Le chant des oiseaux, le pollen butiné, les eaux ruisselantes, les rayons chatouilleurs, l'horizon arc-en-ciel, ces désirs qui enflent et ces attentes enfin récompensées, nous réconcilient avec nous-mêmes. Il met à la vie, le printemps est le contraire du renoncement. Un éternel recommencement où l'escalade laisse place aux balades, où les bassesses du stress se dérobent face à l'altesse de sa majesté verdoyante, luxuriante et enivrante. Faites-vous du bien, quittez vos enclos et accueillez ce monde qui est clos. Secouez vos frasques trop lourdes et habillez-vous de vert. Branchez-vous, courez dans le vent, croquez à pleines dents. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le printemps est arrivé et vous avez déjà changé. Eh bien, bravo. Hein, parce que, oui, Aziz Seni, vous voulez réagir. C'est plus Nasser Kétan, c'est Nasser Prévert. Nasser Prévert, c'est pas mal ça aussi. Ça va lui plaire. Tiens, il est toujours avec nous, Nasser Kétan, non? Il est toujours avec nous? Oui. Alors, Aziz Seni vient de vous baptiser Nasser Prévert. Ouais, Aziz, je connais bien Aziz, et vraiment ça fait plaisir qu'il soit à l'antenne. Et en ce premier jour de printemps, et j'ai voulu faire un petit peu quelque chose, un peu de décalé par rapport à cette avalanche d'émissions politiques et d'ambiance un peu comme ça, d'essayer d'ouvrir un peu, de respirer et de dire que finalement de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, parce que la nature est plus forte. Exact. Et finalement, nous, les hommes, on accompagne la nature. Donc, l'élection présidentielle accompagnera le changement du monde. Merci Nasser Kétan, notre éditorialiste. Merci bien notre éditorialiste qu'on retrouve chaque matin. Vous le savez, dans l'actu c'est toi. L'actu c'est toi, c'est comme ça. Allez, petite virgule. C'était l'édito de Nasser Kétan. 9h06 dans l'actu c'est toi avec nous, Aziz Seni. Aziz Seni, vous êtes entrepreneur, un petit mot. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. Pourquoi vous avez quitté la vie politique, on aimerait savoir? Écoutez, j'ai quitté la vie politique. J'étais l'un des membres fondateurs de l'UDI à la demande de Jean-Louis Borloo à l'époque. Et quand il est parti, aujourd'hui sur l'échiquier politique, la vérité c'est qu'il n'y a plus personne qui me donne envie, ni à droite ni à gauche. Cette façon de faire qu'avait Jean-Louis Borloo, le fait d'avoir eu un parcours dans la société civile, le fait d'avoir été avocat, d'avoir réellement travaillé dans la vraie vie, d'avoir côtoyé les vrais gens, de s'être occupé de la politique de la ville, il restera, et sa marque reste encore aujourd'hui à travers l'ANRU, à travers tout ce qu'il a fait. Il y en a un qui tente quand même de l'incarner, c'est Emmanuel Macron. Écoutez, oui, il y a certaines choses qui sont intéressantes. Non, je fais de la politique à ma façon, je suis engagé dans un syndicat patronal, j'aide encore autour de moi dans des engagements associatifs, mais la politique telle qu'elle est exercée aujourd'hui, c'est celle de grand-papa, il faut prendre une carte, il faut parfois avaler certaines choses. Je suis plus prêt à vendre mon âme pour ça. Non, il y a d'autres façons de faire, et je pense que bon gré mal gré, on est en train d'assister à l'explosion de toute cette organisation qui est un peu vieillotte.
avec une nouvelle façon de pratiquer. D'ailleurs, ça se voit. On le voit au taux d'abstention, on le voit à la montée des extrêmes. Les gens en ont marre de cette façon de faire. C'est pas la politique qui les écœure, c'est la façon de faire cette politique qui ne les intéresse plus. Qui ne les intéresse plus. Dites-moi, vous avez suivi le débat hier diffusé sur TF1, Aziz Seni? Pour être très honnête, j'en ai suivi une partie. J'ai été très rapidement endormi. Ça manquait de passion, ça manquait d'engagement. J'ai pas vu les tripes sur la table. J'ai pas vu réellement, encore une fois, quelqu'un qui m'a donné envie, si ce n'est quelques tribuns, mais on les connaît. Eh ben, j'aimerais que nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent partout en France, vous savez, de réagir au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Réagissez, intervenez. Oui, c'est vrai. En effet, est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que le choix, votre choix, est-ce que vous avez pris votre choix hier soir? Celui qui vous a un peu emballé, celui qui vous a, je sais pas, donné envie, vous a séduit hier soir concernant cette élection présidentielle entre Macron, Mélenchon, Hamon, Fillon, Le Pen et le reste, parce qu'ils sont plusieurs, hein, ils sont 11 candidats au total avec nous. Pour en parler, Nassera El Mouadem, vous savez, c'est la patronne du Bondi Blog. Bonjour Nassera El Mouadem. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans l'Actu C'est Toi. Vous avez couvert, hein, on vous connaît, vous êtes la patronne du Bondi Blog, vous avez couvert hier le débat diffusé sur TF1. Alors on va tenter comment dirais-je, de comprendre comment vous l'avez vécu le débat d'hier soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Nassera El Mouadem? Eh ben, malheureusement, je vais vous décevoir pas grand-chose. C'est vrai que c'était un débat assez insipide. En réalité, c'était pas un débat. C'était la présentation, chacun des candidats, des mesures de leur programme, des programmes qui sont d'ailleurs connus depuis maintenant des semaines, voire des mois pour certains. Et il y avait une série de questions posées par les deux journalistes de TF1 et les réponses des candidats. On n'a pas trouvé, on n'a pas vu de moments d'échange vif sur telle ou telle mesure. On n'a pas vu, à quelques exceptions près, mais c'était vraiment à la marge. Et puis surtout, moi je regrette en tant que journaliste qu'il y ait eu de vrais moments d'interpellation, de vraies relances journalistiques sur les défauts de telle ou telle proposition de candidat. Voilà, moi je trouvais ça très, très pauvre en réalité. Et c'est vrai que c'était long, à plus de 3 heures. Donc voilà, un débat très long avec si peu d'engagement, comme je l'entendais tout à l'heure de la part d'Aziz Seni, très peu de passion, et puis surtout très peu d'argumentation et d'échange sur le fond des mesures. Alors Nassera El Mouadem, vous incarnez le Bondi Blog. Alors moi c'est vrai qu'hier en regardant le débat, j'ai été choqué. On n'a pas parlé de notre jeunesse, on n'a pas parlé des quartiers populaires, on n'a pas très peu parlé d'immigration. Est-ce qu'on a une explication, Nassera El Mouadem? Surtout, on a eu un débat qui a été complètement phagocyté autour du triptyque sécurité, immigration, islam. Et c'était aussi intéressant de voir le lien en fait qui est fait, les transitions qui étaient faites par les journalistes eux-mêmes. On a commencé par la sécurité, on a dévié sur l'immigration et on est arrivé sur l'islam. Et voilà, on est parfaitement dans l'illustration des dernières années qu'on a connues et qu'on connaît d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est ces débats ou ces pseudo-débats où toutes ces questions-là sont mises dans un même sac, sans aucun recul. Et je le regrette, et surtout je le regrette de la part des journalistes. Et effectivement, vous l'avez dit, la question des quartiers populaires était très présente. Mais elle était d'ailleurs très peu présente aussi lors des débats de la primaire à gauche. Elle était encore moins présente dans les débats de la primaire à droite. Les quartiers populaires n'existent pas. Et quand ils existent à travers des mauvais faits divers. Ils existent à travers des reportages qui sont malheureusement malhonnêtes. Là, je parle par exemple du reportage de France 2 sur ce fameux Barthélemy Franc, dont on a démontré qu'il avait été malheureusement déontologiquement malhonnête. Et voilà, donc ça pose question, mais en même temps, ça ne nous surprend plus beaucoup. Alors, on a vécu tout de même, Nassera El Mouadem, un vif échange sur le débat de la laïcité et sur le voile islamique. Est-ce que, encore une fois, on ne risque pas de stigmatiser les Français de confession musulmane? Parce qu'il y a eu, comment dirais-je, un passe d'armes entre Marine Le Pen, Mélenchon, qui renvoie elle-même à, comment dirais-je, Macron. Mais les positions des uns et des autres, on les connaît. On sait que Marine Le Pen est totalement contre, on sait que Mélenchon est personnellement contre, mais qu'il ne peut pas politiquement dire qu'il ne le veut pas à tout prix. Et on sait aussi la position d'Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, rien de neuf sous le soleil. Tout ce qui a été dit hier, nous connaissons. Maintenant, moi, je regrette, par exemple, que la question du chômage, que la question du travail, que la question
la transformation du travail en profondeur qu'on connaît dans la société française, le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui veulent monter leur entreprise, mais qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas les moyens de le faire, et on a tous autour de nous des gens qui sont concernés par ces questions-là. Je regrette que ces questions-là soient arrivées bien tard dans le débat. Il a fallu attendre 22h45 Très juste, oui. pour parler des vrais sujets. Et ça, on l'a dit, nous, hier, lorsqu'on a live-tweeté le débat, on l'a absolument dit. On a passé énormément de temps sur des sujets qui sont débattus, rebattus depuis des mois et des années, qui ne font pas avancer les vraies problématiques et les préoccupations des Français. Et dès qu'il s'agit justement de pointer du doigt les problèmes, les limites aussi des mesures des uns et des autres concernant le travail, l'emploi, le revenu universel, là, on attend 2 ans et demi. Donc c'est un vrai problème. Et là, je le regrette, c'est de la responsabilité de la chaîne TF1, du diffuseur, c'est de la responsabilité aussi des journalistes, d'aller là où normalement on attend les candidats et sur des choses essentielles. Comment aujourd'hui allez-vous ouvrir votre une sur le Bondy Blog concernant le débat d'hier soir? Eh ben, nous, on a fait notre travail hier soir, et honnêtement, on trouve qu'il n'y a pas forcément à revenir dessus, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a été extrêmement déçus. Donc aujourd'hui, on va publier ce matin une interview d'un économiste tchadien qui nous parle de la France-Afrique, qui nous parle du franc CFA avec son dernier bouquin qu'il a écrit là-dessus. Et donc voilà, on prend, nous, l'actualité à contre-pied, on a été déçus. Et on décide et on a envie d'amener les lecteurs sur autre chose, parce qu'effectivement il y a la vie politique telle qu'elle nous est présentée, et puis il y a aussi la vie démocratique et la vie citoyenne telle que nous on a envie de la façonner, et c'est ce qu'on propose aux lecteurs ce matin. Merci Nasser El Moadem, je le rappelle, vous êtes la patronne du Bondy Blog, merci infiniment, on vous retrouvera très prochainement sur l'entretien, merci infiniment, il est 9h14, Aziz, merci, bonne journée également, merci d'être intervenu dans l'Actu C'est Toi, 9h14, on marque une courte pause et on se retrouve avec Aziz Seni et vous-même, vous pouvez réagir. Le standard, normalement, il doit exploser parce que j'ai vraiment envie de vous entendre. Vous savez quoi, sur une question ou deux, est-ce que vous avez fait votre choix hier soir? Mais surtout, est-ce que vous avez trouvé le débat intéressant? Vous n'êtes pas nombreux. Alors, 01 53 48 3000. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farka. Cette semaine, Beurre FM t'envoie découvrir l'irréductible Parc Astérix. Beurre FM, bonjour, n'achetez pas d'instant s'il vous plaît. On va parler là tout de suite, si tu veux réagir sur l'Insera, juste derrière, et ensuite après on Pas de souci. le débat Tu peux annoncer qu'il y a un direct live sur Facebook. Il y a qui? Direct live sur Vous Facebook. voulez participer à l'émission? Ah ben je vais le faire tout de suite là. Sur quel Facebook? Lequel? Le mien. Votre ville. Le mien. Ah bon? J'ai pas entendu votre prénom. D'accord. Tous les matins c'est comme ça mon frère. Et vous avez dit votre ville? Paris 6e. Quittez pas, je vous mets en attente. Vaut mieux. Le frérot de... Non, c'est vrai que le débat n'a pas été... Non, moi j'ai pas trouvé le débat intéressant. Beurre FM, C'est vrai, vous ils sont participer à nombreux. l'émission? Le débat il était pas... J'aimerais bien voir les courbes d'audience. Comment? Les courbes d'audience. Les courbes Je pense d'audience, que- je t'ai donné tout de suite. Moi je les ai. Je pense que ça a dû fatiguer dans la soirée parce que vraiment, Je t'ai c'était... donné, je t'ai donné. Mais elle a raison quand elle dit que c'était une superposition de présentation de... Alors, il va falloir enlever votre kit manip, haut-parleur ou Bluetooth parce que je vous entends très mal. En plus, regarde, Allô, allô? c'est bouché là. Alors, je prends C'est votre vrai, prénom, hein. votre ville. C'est pour ça qu'il faudra que tu réalises qu'ils vont te... Quittez pas, je vous mets en attente. Un peu de patience, merci. Beurre FM, bonjour, vous souhaitez participer à l'émission? Bonjour, je prends votre prénom, votre ville. Il faut savoir l'utiliser. Oh, c'est sûr. Je préfère être là que la Radio France. Quittez pas, je vous mets en attente. Un petit peu de patience, merci. Radio France ne veut pas traiter des quartiers populaires. Je l'assume. Par contre, franchement, le vrai truc scandaleux, il va vraiment falloir que quelqu'un tape du poing sur la table, un de ces quatre, c'est les journalistes. J'en peux plus. Non, mais les journalistes... Non, mais T'en as certains qui font leur boulot et puis t'en as d'autres qui pensent carrière. Il y a ceux qui pensent après le 6 mai. Hein. 9,8 millions de téléspectateurs. Autant dire 10 millions de téléspectateurs hier. Donc un carton pour TF1. Mais T'as les mecs du JDD, Voilà. t'as les mecs Messieurs, du Canard, t'as les mecs de Mediapart qui font leur job et puis t'en as Macron d'autres qui qui... arrive en tu tête. vois, quand hier... Macron le plus convaincant. Excusez-moi. Quand hier, il y a encore quelqu'un qui se permet de faire une référence au café de Sevran, tu te dis mais non, mais putain, mais recadre-les, ça fait 15 jours maintenant qu'on en parle, que Bondy Blog a fait le taf, etc. Et que maintenant, on l'a vu, c'est un bidonnage total.
Je veux dire, ne laisse pas passer un truc comme ça, parce qu'en plus, c'est ça qui m'énerve, c'est que quand il n'y a personne qui rebondit, c'est-à-dire, tu te dis, de la bouche d'un politique, si les autres politiques qui sont concurrents et les journalistes ne reprennent pas, c'est-à-dire que c'est une vérité. Tu vois aussi l'effet dévastateur qu'il n'y ait personne qui reprenne les conneries qui peuvent être dites. C'est pareil, quand Marine Le Pen fait « Ouais, vous vous rendez compte, il y a 200 000 personnes qui rentrent en France, les étrangers, machin, une invasion. » Ouais, mais ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'il y en a 190 000 qui se barrent de l'autre sens. Oui, mais il n'y a aucun support journalistique qui fait justement un peu le compte-rendu de ces débats en disant, en pointant ce qui a été dit et qui a été faux. Bah, si, il y a les fact-checking, mais c'est toujours, on va dire, 2 ou 3 jours après, et donc du coup, bon, bah, c'est passé. C'est passé, tu vois, à partir du moment où c'est pas instantané comme ça. En plus, honnêtement, les thématiques, ils les connaissent, ils les préparent à l'avance et tout ça. Puis bon, c'est tout le temps les mêmes, de toute façon. Je dirais, puis tu sais, franchement, les arguments du Front National et tout ça, je veux dire, tu les connais. Mais tu sais, ça me fait chier, c'est qu'aujourd'hui, on en soit encore à laisser passer, tu vois, ce genre d'énormité. On laisse la peur s'installer en disant, ouais, il y a une invasion, 200 000 migrants qui arrivent chaque année. Bah ouais, mais il y en a autant qui repartent dans l'autre sens, tu vois. Donc, La balance migratoire, on n'en parle jamais. Qui arrive et qui part? Les profils. Bien sûr. La France, elle a des gens qui partent, et elle a des gens qui arrivent. Ce serait bien d'avoir un solde déjà en nombre de personnes et puis aussi en profil sociologique. Quels sont ceux qui partent? Catégorie socio-professionnelle. Et quels sont ceux qui arrivent? Catégorie socio-professionnelle. Et on verrait dans cet écart si on perd ou on y gagne. Parce que parler que de ceux qui partent, c'est pas bon. Et parler que de ceux qui arrivent ou pourraient arriver, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre à avoir. Et puis ne parler de ça quand tu tu parles d'un centriste. Non, tu parles surtout à un chef d'entreprise. Il y a la colonne entrée, la colonne sortie. La vie n'est pas qu'une colonne. Et puis comment dirais-je, cloisonner les gens à un chiffre, c'est vrai que comme tu dis, c'est qu'il faut s'intéresser à leur parcours, leur catégorie socio-professionnelle. Moi je vois, tu vois, ma soeur s'occupe d'un réfugié, il est égyptien, le mec c'est un architecte, il a bac +8. Machin, et ici en France, on va considérer comme toi moins que rien, quoi, tu vois. Alors que c'est typiquement des mecs, si on les insérait, les mecs pourraient très bien monter leur auto-entreprise, ils pourraient très bien créer du taf, ils pourraient très bien. Tu vois, moi j'avais cherché à une époque tous ces chiffres, mais je les ai pas trouvés. Et Dieu sait que j'avais mené une vraie recherche pour essayer de trouver la description précise de cette balance migratoire, j'ai pas trouvé. Je dis franchement, j'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'on ne sait pas dire quels sont les profils sociologique de ceux qui arrivent. On sait qui part, parce que forcément ce sont des Français, donc ils sont référencés, etc. Mais qui arrive? Ça non, on le sait pas ça. Après, on peut travailler sur... On n'a pas des chiffres exacts. Tu parlais des réfugiés syriens, on a l'image inconsciente du réfugié syrien qui serait illettré, qui viendrait piquer les choses, etc. Mais en fait, ce que tu dis tout à l'heure, c'est... Il y a des architectes, il y a des calibres, il y a des avocats, il y a des médecins. D'ailleurs, on en retrouve parfois dans les hôpitaux, ces médecins qui travaillent, qui sont des étrangers. Donc à voir. Cette immigration, on peut réellement la mettre à contribution de l'économie au développement, dans l'intérêt de tout le monde, dans leur intérêt, parce qu'ils viennent s'installer. C'est ce que veut Macron. Il y a entre ce qu'il veut lui et d'autres, et la réalité, il y a toujours un décalage. Faire attention à la survente quand même. On est en période de campagne. Allez, on y retourne. C'est vrai. Il est 9h21. 9h21, si vous venez de le retrouver, sachez-le, 0153 48 3000. Oui, Aziz Seni est notre invité ce matin. Il est notre invité pour parler du débat d'hier soir et pour parler également de entreprendre dans les quartiers populaires ou entreprendre tout court en France. Et puis, vous êtes nombreux à nous appeler ce matin. Dredine de Paris, Chafia de Noisy-le-Sec, Fatima de Rony, Karine de Paris, bref, vous allez tous passer à l'antenne. Je vous demanderai simplement d'être court et précis, chacun d'entre vous, et puis de nous apporter votre témoignage ou interpeller Aziz Seni. Alors, par qui vais-je commencer, Fabrice? Alors, le premier, il s'agit de Dredine de Paris. Bonjour, Dredine. Redine, pardon, excuse-moi, mais moi j'ai sur mon écran Dredine. Ça arrive. Allez, Redine. Allez, comme ça, allez, on t'écoute. Oui, voilà, je voulais saluer Aziz Seni qui est présent sur votre plateau. Bonjour. Bon, pour vous parler du débat d'hier, pour vous dire que tous les candidats se disaient hors système alors qu'ils ont tous issus du CERAD. Allô?
Oui, oui, on vous écoute, hein, Regina. On vous écoute, hein, allez-y. Hein. J'ai un écho derrière. Pour vous dire que donc tous les candidats qui étaient présents se disaient hors système, surtout ceux du Sérail. Bon, ils tapaient sur le petit nouveau arrivé qui est Emmanuel Macron, qui lui propose des idées nouvelles et qui n'est pas encore ici vraiment du Sérail. Bon, sur la diversité, il n'y avait rien. Je suis d'accord avec Nassera du Bondi Blog. Sur les projets pour les jeunes, rien. Sur l'emploi des jeunes, rien. On peut vous dire que la diversité est la grande oubliée de la République, et un peu la grande oubliée de la campagne présidentielle. On peut rebondir sur le livre d'Aziz Seni, ce grand livre lu par tous, L'ascenseur social est en panne, j'ai pris les escaliers. Là, que vous pouvez aller vous procurer encore. Tout à fait. On peut même plus prendre les escaliers, même pour passer par la fenêtre, on est obligé d'acheter une échelle. Ça fait plaisir, Aziz. Merci, merci Redine. Un petit mot en quelques secondes. Merci Redine. La grande oubliée, bien sûr, mais elle n'est pas totalement oubliée, parce qu'il y en a qui en ont fait leur fonds de commerce, mais en agitant ce tissu de la diversité à travers les peurs, en faisant jaillir les angoisses. Soyez assurés que lorsqu'on entend certains, les ardents combattants, les extrêmes les laïcards, laïcistes, extrêmes qui utilisent cette diversité à des fins électoralistes, ou Marine Le Pen, bien évidemment, qui en a fait son fonds de commerce depuis très longtemps. Effectivement, rien de positif, mais je ne suis pas sûr que d'ici quelques temps, Benoît Hamon, par exemple, candidat de gauche, fera comme son prédécesseur François Hollande, à aller chercher les voix des banlieues en promettant encore une fois tout et en ne donnant rien. Direction Noisy-le-Sec, et je le rappelle, Aziz Seni, vous êtes en direct sur votre Facebook live. Oui, nous avons mis en place le Facebook Live, donc on est en direct sur mon profil Aziz Seni. Pour ceux qui veulent réagir et interpeller Aziz Seni, n'hésitez pas. Shafia, bonjour, Noisy-le-Sec. Bonjour Shafia. Bonjour. On vous écoute. Je voulais vous dire que moi, en fait, j'attendais pas le débat. Donc, pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Parce que de toute façon, des fois, il y a certains qui savent parler un peu mieux que d'autres. Et donc, en fait, pour voir, il faut aller voir leur programme. Comme il a dit celui qui vient juste parler, ils sont tous mis sur le nouveau. Il y en a même, par exemple, M. Mélenchon, c'est un beau parleur. Je l'aime bien. Il a des points positifs. Mais son programme n'est pas vraiment tout à fait faisable. Il y a M. Hamon aussi. J'aime beaucoup, pas mal de points, mais c'est pas tout à fait faisable. Donc moi, on va dire, mis à part les deux, Fillon et Marine Le Pen, je suis partagée entre les trois, qui sont chacun, ils ont chacun son point. Ah, vous mettez Marine Le Pen aussi dans le lot? Non. Fillon et Marine Le Pen à part, et moi je mets les trois autres où j'ai presque autant de... Voilà, ils me plaisent autant l'un que l'autre. Bon, merci Shafia. Oui, maintenant. Oui. Maintenant, c'est vrai que je vais, pour mes élections, essayer de prendre celui qui a le plus de chances de passer au second tour. Sinon, on n'a rien fait. Bon, ben merci, voilà, merci. Merci Shafia, merci. Direction Rony. Bonjour Fatima. Bonjour Fatima. Allô, bonjour Fatima. Vous êtes avec nous? Bonjour Fatima. On vous écoute Fatima. Alors, bon, moi, bien sûr... Vous voulez bien parler bien sur votre cabinet, s'il vous plaît, vraiment proche de votre portable, parce que on vous entend de très très loin. Vous m'entendez là? Mieux, nettement mieux, on vous écoute. Oui, voilà. Donc moi, bien sûr que j'ai mes convictions politiques. Je savais pour qui voter et je sais pour qui je vais voter. Pour vous dire qu'il y a eu un débat, moi, tant qu'il n'y aura pas de débat sur la précarité des jeunes, je ne vais pas dire issus des banlieues parce que c'est caricaturisé et je déteste ce mot-là. Je demanderai la réaction à Aziz Seni, oui. Voilà. Il y a une fragilité au niveau des jeunes qui sont un petit peu oubliés parce que soit ils sont décrochés pour des raisons personnelles ou familiales ou quoi, et le vrai débat qui concerne l'handicap des enfants. Merci. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucune aide pour ces parents qui sont confrontés quotidiennement à des mamans qui arrêtent de travailler et des familles qui sont séparées parce que malheureusement ils ont des enfants malades. Et tant qu'il n'y aura pas de réel programme pour ces familles-là, et puis surtout sur ce sujet-là, parce que je suis très, très émue parce que je suis vraiment touchée. Et ça me... Non, mais vous avez raison, le handicap, effectivement. Oui.
Et Vous avez raison. la France est bien en retard à côté d'autres pays qui privilégient tous ces enfants malades, des familles et tout ça. Il y a des instituts, on va me dire qu'il y a des instituts qui sont en place. Mais ces instituts, comme on le sait, comme pour les personnes âgées et tout, il y a des maltraitances. Donc, un vrai programme avec des vraies institutions où les parents, bien sûr, sont présents, où on peut faire confiance à ces personnes-là, oui. Mais pour le moment, moi, je trouve qu'il n'y a aucun programme, aucun débat par se taper les uns sur les autres et sortir de leur... Ah oui. Moi, ça, je ne veux pas. Merci Fatima de votre intervention. Merci. Et je peux le rappeler, je vais aller direction Paris pour aller retrouver Karim et ensuite Myriam Argenteuil et puis tous les autres au 0153 48 3000. Je rappelle que ça a été un énorme carton hier, ce débat qui a été suivi par 9 millions 8, presque 10 millions de téléspectateurs sur TF1. Et en même temps, il y a eu ce sondage où Emmanuel Macron, il est jugé candidat le plus convaincant hier soir du débat qui a été diffusé sur TF1 LCI. Bonjour Karim. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors déjà, je suis contre ce qu'elle dit la dame, parce que le client, alors on sait toutes les magouilles avec tous les partis de droite. J'étais au départ pour Benoît, mais je pense que Mélenchon propose du neuf. Déjà qu'il va nous, s'il passe, il dit qu'il nous fait participer à la politique et à la vie, c'est un fait. Mais ils parlent tous de pauvreté, de taper des économies. Qui commence par faire des économies? Ils cumulent 5-6 salaires. Est-ce qu'il y en a un qui le verse à la sécurité sociale? Est-ce qu'il y en a un qui le donne au secours populaire? Il n'y a que ça. Taper les gens. Alors qu'ils cumulent encore, ils augmentent leur salaire et ils nous disent 100 € pour nous. Les maires, ils passent de 2000 à 4000 €. C'est ça la politique? C'est Mélenchon, au moins, c'est du neuf. Peut-être qu'il propose c'est un peu de la folie, mais au moins qu'on puisse participer, donner notre avis, c'est déjà beaucoup. On donne notre avis quand il s'agit de voter. Mais à part ça, après, il n'y a rien. Ni référendum, ni droit à la parole, ni rien. Merci. On propose des trucs comme ça. Merci Karim, merci. Direction Argenteuil. Myriam, bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Moi j'ai une question pour M. Félix en particulier. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. En fait, je voulais juste lui poser une question. Moi, je le suis depuis un moment et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa façon de concevoir la politique. J'avais une petite question pour lui. Si jamais, là, vous avez dit à l'instant qu'il est plus engagé en politique et je voulais... Mais il l'a annoncé sur notre antenne. Hein. Oui, je le sais. Donc, je voulais savoir si on lui proposait aujourd'hui, M. Macron, M. Fillon, si on lui proposait de rejoindre le gouvernement et d'intervenir sur des sujets d'entrepreneuriat et de PME, est-ce qu'il serait favorable à donner un coup de main sur ces sujets-là? Voilà. Merci Myriam, merci 0153 48 3000, vous donnez votre point de vue. Est-ce que vous avez fait votre choix sur le débat d'hier soir? Comment avez-vous trouvé le débat? Aziz Seni, questions, réactions à tous celles et ceux qui sont intervenus, nombreux. Maintenant ou après la pause? Non, c'est très bien. Maintenant. Sur la dernière question, je suis honoré qu'on puisse penser que je puisse occuper ce type de fonction. On refuse jamais de servir son pays. Mais je trouve que la façon, et je le redis, de faire de la politique actuellement est un peu dépassée. Travailler sur les questions d'entrepreneuriat, y compris avec Macron, y compris avec Fillon, mais on refuse jamais de servir son pays, je ne vais pas vous faire le blasé, etc. Mais si c'est pour travailler sur une mission très particulière, avec des moyens en face, pourquoi pas? Parce que c'est toute ma vie, le combat pour l'entrepreneuriat, le combat pour la diversité, le combat pour le développement de ces petites entreprises qu'on oublie un petit peu. Si vous aviez à faire un choix politique, comme le soulève Myriam d'Argenteuil, est-ce que c'est Fillon ou Macron? Je parle des deux parce que c'est plutôt les deux personnalités politiques qui sont plus proches de vos idées. Non, je n'ai pas encore choisi. Je fais partie de ces Français qui vraiment vont peut-être se rendre aux urnes en reculant. Aujourd'hui, Fillon, Macron, Hamon, etc. Ce sont des programmes où je piocherai un petit peu de tout. Il y a des bonnes choses chez Fillon, il y a des bonnes choses chez Macron, mais je ne me suis pas encore décidé. Je suis un peu à l'image finalement de tous ces auditeurs qui appellent en disant « je ne sais pas encore ». Je ne sais pas encore. Et d'ailleurs, les sondages le montrent. Il y a beaucoup de gens qui sont indécis. Il n'y a pas de clivage réel dans cette campagne. À ce sondage concernant Macron, qui l'emporte très largement hier soir. Je rappelle que le Brexit, les sondeurs ne l'ont pas vu, que Donald Trump, les sondages ne l'ont pas vu. Donc, je me méfie un peu des sondages. Je me méfie aussi de ceux qui ne voient pas la montée de l'extrême droite et le potentiel de Marine Le Pen à pouvoir gagner cette élection. Vous craignez Marine Le Pen au premier ou au second tour? Ce que je crains le plus, ce sont surtout l'incompétence de tous ceux qui se sont
succédé durant ces dernières années et qui sont d'abord la principale cause de la montée du Front National. Les gens sont en colère. Il n'y a pas 40 ou 50% de fachos dans ce pays. Il y a des gens qui sont très en colère parce que les fins de mois sont difficiles, parce qu'il y a de l'insécurité et qu'on ne répond pas à leurs problématiques, parce que leurs jeunes ont des diplômes et qu'ils ne trouvent pas de travail. Voilà les vraies questions. Et ils n'y répondent pas, et du coup, cette colère va dans les urnes, soit en abstention, soit Marine Le Pen. Est-ce qu'on a une explication, Aziz Seni? Est-ce qu'on a une explication qui consiste, avec tous ces candidats qui sont là, les 11 candidats, mais plus particulièrement ceux d'hier soir, pour quelle raison ils ne veulent absolument pas traiter les quartiers populaires, l'immigration, notre jeunesse aussi française? Pour quelle raison? Est-ce qu'on a une explication une explication d'abord très rationnelle. Un auditeur tout à l'heure. Très rationnelle. Très rationnelle. On est les oubliés de la République. On est les oubliés, mais eux-mêmes oublient les urnes. Le dimanche matin, quand il faut aller voter, vous savez, un candidat à une présidentielle ou une élection, il va d'abord, comme on dit, draguer des électeurs, des gens qui votent. Quel est le taux de participation dans ces quartiers? Les gens ont, à tort ou à raison, et se sont éloignés de la politique. Ils n'en veulent plus, ils sont écœurés, ils votent blanc ou ils s'abstiennent. Encore plus dans ces quartiers. Donc, finalement, ils ne sont ni une menace dans ces quartiers, ni un intérêt. Donc, on ne s'en occupe pas. Et droite ou gauche, certains utilisent cet électorat à des fins paternalistes. La gauche, généralement, Benoît Hamon, vous verrez, les pauvres petits quartiers, nous allons les aider, un peu cet esprit touche pas à mon pote, très paternaliste, postcolonial. Et puis de l'autre côté, à droite, à droite, vous avez le discours où on se sert des quartiers pour des raisons sécuritaires. C'est de là d'où viennent les terroristes, il faut faire attention, il faut argumenter davantage en utilisant ces quartiers pour justifier des mesures sécuritaires, parfois très sécuritaires. Donc on n'est ni d'un côté ni de l'autre dans une forme d'équilibre. Oui, il y a des difficultés. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans ces quartiers, qui sont une petite minorité de footeurs de boxons, pour rester très correct. Et puis, bien évidemment qu'il ne faut pas laisser les gens sur le bord de la route, mais il faut laisser leur dignité aux gens et ne pas les prendre sous leur aile. Victimiser, c'est pas bon. Est-ce qu'on a un modèle? Vous parliez tout à l'heure d'une nouvelle façon, une nouvelle forme de faire la chose politique, de pratiquer la politique. Moi, j'en avais une. Je pense qu'il faut arrêter de professionnaliser la politique. Vous avez des gens, vous savez... quand je vois cette élection, il y a des gens que j'ai vus en noir et blanc sur la télé de mes parents. Il y a des manières de faire de la politique qui sont encore du siècle dernier. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé. Ça va très vite. On a une source d'information supplémentaire avec Internet, avec les réseaux sociaux. Ces gens sont décalés, sont totalement décalés. Je prends un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler un seul candidat du sujet du développement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de ces véhicules sans chauffeur, de l'apparition de robots? On a des usines comme celle d'Adidas en Allemagne où il n'y a pas une seule présence humaine à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on anticipe tout ça? C'est des questions que préoccupent finalement peut-être la population. Mais à quoi sert de faire de la politique si ce n'est pas pour anticiper? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il prévoit? Moi, ce que j'attends d'un homme politique, c'est qu'il me donne une vision à 30 ans, pour moi, pour mes enfants. Est-ce que en mettant de côté ce type de phénomènes qui vont très très vite, hier soir, sur le journal de France 2, il y avait un reportage sur un monsieur qui a créé un avion, une automobile volante. Il a toutes les accréditations des autorités américaines pour pouvoir commercialiser son invention. Mais est-ce que tout ça, on en parle, de ce bouleversement, de ces véhicules sans chauffeur, de tous ces gens? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment les recycler? Comment les reformer à faire autre chose? Toutes ces questions, moi, je n'ai pas de réponse de la part des candidats. Et c'est ce qui est central. Par contre, quand il s'agit de laïcité, de stigmatiser les uns et les autres, ça par contre, manifestement, les discours sont très bien bâtis. Vif échange, Aziz Seni. Vous êtes entrepreneur. Vous connaissez très bien la chose politique. Vive échange hier sur la laïcité et le voile islamique entre Mélenchon qui attaque fermement Marine Le Pen qui attaque elle-même Emmanuel Macron, et puis Fillon qui parle de l'intégration de la communauté musulmane. Est-ce qu'on peut encore parler d'intégration de la communauté musulmane? Le dire n'est pas stigmatiser les musulmans. Il faut que les musulmans eux-mêmes se révoltent contre la montée de l'intégrisme. Vous répondez quoi à tout cela? Je réponds, arrêtez de lire les fiches de vos stagiaires qui n'y connaissent rien. Je dis, arrêtez, allez dans le monde réel, s'il vous plaît. Allez côtoyer les gens. Les musulmans, vous nous dites, et à juste titre, et je fais partie de ceux qui le défendent, la République est une et indivisible. Il n'y a pas 36 catégories de Français. Et en même temps, vous demandez à des gens de s'exprimer au nom de leur foi. Foi qui devrait être réservée à la sphère privée. Non, moi, monsieur Fillon, je ne m'exprimerai pas en tant que musulman. Je m'exprime en tant que Français. Et quand il parle de l'intégration de la communauté musulmane, vous lui répondez, ça vous choque?
Ça, encore, en 2017? Il n'y a pas de communauté musulmane. La République ne reconnaît pas les communautés. C'est une façon de faire qui n'est pas républicaine. Il y a des Français avec des convictions religieuses ou des non-convictions, et c'est la sphère privée. Ce n'est pas ça, la laïcité. Moi, ce que je vois, ce sont des Français. Et l'intégration dont ils parlent, je préférerais qu'on parle d'intégration sociale, d'intégration économique. Les valeurs, on les partage tous. Vous ne trouverez pas quelqu'un de normalement constitué, équilibré psychologiquement, qui vous dira « je suis contre la liberté, je ne veux pas d'égalité, et non, je refuse la fraternité ». Ce sont des valeurs tellement belles que tout le monde les partage, ou grosso modo, avec bien évidemment à la marge des fous comme celui d'Orly ou ailleurs. À suivre, justement, on va parler entreprendre dans les quartiers populaires, et puis cette loi 1905, la loi de 1905, est-ce qu'il faut la revoir? C'est les questions qu'on pose ici même, et puis répondez à cette question, comment avez-vous vécu le débat d'hier soir? Est-ce que vous avez finalement fait votre choix au 01 53 48 3000? Ne bougez pas, à tout de suite. Il n'y a pas de communauté. Mais justement, c'est pour ça que là-dessus, j'aimerais quand même qu'on... C'est vraiment des hypocrites. C'est des hypocrites. Ils te parlent d'un côté de tous égaux, tous français, la République, ses valeurs, la laïcité au sens équilibre. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent non, les musulmans doivent s'exprimer, les juifs ne doivent pas s'exprimer ou doivent s'exprimer, les bouddhistes doivent s'exprimer ou ne doivent pas s'exprimer. Pourquoi interpeller les gens à travers leur foi ou leur non-croyance? Pourquoi? Encore une fois, on a stigmatisé alors. Mais que tu crois ou que tu crois pas, on s'en fiche. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que tu apportes à ce pays et aussi ce que tu peux en attendre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les musulmans doivent s'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mélenchon, il fait chier là-dessus. Il sait très bien qu'il ne va pas inclure tout ça dans son programme, mais il trouve quand même le moyen de dire oui, moi je suis contre, ça soumet la femme, machin, etc. J'arrive pas à comprendre cette débilité qu'il a à donner son avis personnel alors que ça le dessert plus qu'autre chose, je trouve, mais bon. Il n'a pas été bon. De toute façon, si tu prends le sujet, Mélenchon ou Marine Le Pen, ah oui, rappelle-toi. C'est juste le marketing des mots qui change. Rappelle-toi le dernier débat quand il avait dit moi je rejoins totalement Marine Le Pen, je ne me serais pas voilé les cheveux, etc. Quand elle était allée en Iran. Ils étaient sur la même longueur d'onde, moi j'aurais fait pareil, etc. Tu sais, les extrêmes se nourrissent. Les extrêmes se nourrissent. C'était quoi la blague? Un communiste, c'est un électeur... Non, qu'est-ce qu'un électeur Front National? C'est un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. C'est ça la blague. C'était ça la blague. Mais tu te rends compte aujourd'hui quand tu analyses les segments électoraux, si tu prends Mélenchon plus le Front National, tu as quasiment une majorité de Français. Tu as une majorité de Français. Tu vas bien regarder l'intervention du militaire. T'en as beaucoup, mais sincèrement, moi je sais pas ce que je veux. Tu sais ce que tu vas voter toi? Moi je sais pas. J'hésite entre un monde et moi je sais pas. Moi je sais vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est la première élection où je ne sais pas pour qui je vais voter. Vraiment. Et puis c'est la première élection où tu sais même pas si ton petit favori il sera encore en liberté quand on va devoir aller voter. Oh, c'est pas mon favori. Non, je parle de ton favori, n'importe lequel, tu vois. Il y a tellement de trucs qui sont en train de tomber là. Non, mais je trouve que les journalistes font bien leur travail. Vraiment, Mediapart, le JDD, etc. Je trouve que c'est bien, parce que ça va créer un filtre psychologique. Les mecs, avant d'aller poser leurs 500 signatures, ils vont réfléchir à se dire, est-ce que je suis clean ou pas? Est-ce que j'ai bien fait les choses pendant toute ma carrière ou pas? Ou le canard enchaîné aussi. Ou le canard enchaîné, bien sûr. Le gros truc aussi, c'est là où on se rend compte que les politiques sont encore avec un logiciel de 1980. En se disant ça va passer, tu vois, il n'y a plus rien qui passe, plus rien, tu as tous les réseaux sociaux, tout ce que tu as dit, par le passé est enregistré, greffé dans Google, etc. Ils l'ont toujours pas compris, Tu peux plus. Ils l'ont pas compris encore. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant on fait plus de la politique de la même manière. Dans les années 80, tu pouvais raconter une histoire dans une salle au fin fond de la Corrèze et arriver à Paris dire tout le contraire. Aujourd'hui, les vidéos, les portables, T'as vu là pour Leroux là, avec ces filles qu'il a fait embaucher 55 000 € et tout ça alors qu'elles avaient 15 ans. Ça me m'écoeure. Et t'as vu ce qu'il a dit Cambadélis? Il fait non, mais je vois pas pourquoi on ferait demander à Leroux de démissionner, il n'est pas candidat à la présidentielle. Il a dit ça, Cambadélis. Tu te dis non mais tu vois, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux pas que les gens soient en colère? Le mec, il recrute ses enfants mineurs en CDD, stage
Et le petit gars qui est à Mantes-la-Jolie ou qui est au fin fond de la Corrèze, qui galère pour avoir son stage d'été, juste un BAFA, on y va. Ouais. Et 2 poids de mesure. On y retourne. « 9h42, oui, le monde change, exprimez-vous. C'est vrai, l'actu, c'est toi. Et quand on dit c'est toi, c'est vous, partout en France, dans le monde. Vous avez le devoir d'exprimer votre sentiment, exprimer votre opinion, exprimer votre avis. Bref, c'est aussi y compris la question que je pose ce matin. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'hier? Est-ce que vous avez fait votre choix finalement hier soir en regardant le débat sur TF1 au 0153 48 3000? Et puis, notre invité, ici même sur le plateau, Aziz Seni, entrepreneur. Aziz Seni, la loi 1905 avant d'aller dans le 94 pour aller retrouver Magid qui nous appelle. Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la revoir, la loi 1905? La loi de 1905, elle est parfaite. Elle est parfaite, mais elle est très mal appliquée. Qu'est-ce que dit la loi de 1905? Elle ne dit pas on interdit les religions. Elle dit que ces religions, ces convictions qui sont de l'ordre du personnel doivent rester dans la sphère personnelle. On n'interdit pas aux gens de s'habiller ou d'avoir une tenue différente, etc. On dit simplement qu'il y a un équilibre. La laïcité, ce n'est pas la négation des cultes, c'est l'équilibre. L'équilibre. Il y a quelques années, on pratiquait une laïcité plutôt conviviale, plutôt inclusive. Il n'y avait pas tous ces débats à la cantine, par exemple les repas de substitution, etc. Moi, ma propre maman, avec son petit foulard, nous emmenait à la piscine et il n'y avait aucune difficulté avec les représentants de l'éducation nationale. Tout ça, ça s'est crispé, Eh bien moi, je souhaiterais qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus apaisant, un peu plus apaisé, d'accepter l'autre dans son intégralité, sans chercher... Avec Emmanuel Macron, c'est ce que dit Macron. Vous essayez de me vendre Macron depuis le début de l'émission. Non, c'est simplement, je tente de vous dire. Finalement, tout ce que vous êtes en train de nous dire, là, ici même, sur l'antenne de BFM, dans l'actu c'est toi, ça ressemble un peu à ce que dit Monsieur Farkhane. Monsieur Farkhane, si Monsieur Macron dit que le ciel est bleu, soyez assurés que je ne dirai pas que il est vert. Je ne dirai pas. Si Monsieur je m'interroge, voilà. En tant que journaliste, je vous pose des questions. Si Monsieur Macron dit que le ciel est bleu, soyez assurés que je ne dirai pas qu'il est vert par esprit de contradiction. Monsieur Macron a peut-être cette définition, je l'ai entendu sur le sujet. Effectivement, il me semble le plus équilibré de tous les candidats sur le sujet. Il revient aux fondamentaux de la loi de 1905 et j'apprécie le geste. Je suis très surpris que François Fillon, qui a affirmé sur un ensemble de médias qu'il était très croyant et très pratiquant, n'ait pas cette vision-là. Je suis surpris que Marine Le Pen ou Mélenchon et la même vision commune. Ils se sont accordés d'ailleurs sur un plateau à dire qu'ils avaient la même vision sur le sujet. Donc moi je suis très surpris, ça se crispe, les crispations identitaires sont très fortes. Moi je pense qu'il faut faire baisser la pression et remettre un petit peu d'humanité. Magid du 94, est-ce qu'il est avec nous? Bonjour Magid. Ah, il nous a quitté Magid. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous rappeler. Je le rappelle à vous tous. 0153 48 3000. Un petit mot juste sur ce débat finalement. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de ce débat avant de passer à entreprendre quand on est issu des quartiers populaires? Ce qu'on retient, c'est qu'à mon avis, ça n'aura pas aidé à les indécis à choisir. Je pense que ça a conforté ceux qui ont déjà choisi leur candidat. C'était une juxtaposition de présentation de projets que d'ailleurs chacun connaissait au préalable puisque largement relayé par les médias écrits, télé, Internet. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas de passion, pas de tripes sur la table. Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait l'ardente envie d'être président, simplement des gens qui sont encore sur une façon de faire du siècle dernier et qui ont peut-être oublié que aussi Internet, la vidéo, c'est de la mémoire sur ce qu'ils ont pu dire ou faire par ailleurs avant. 9h46, on va aller direction le standard, direction nos auditeurs, parce que c'est eux qui font vivre l'actu, c'est toi. Wari et ensuite Amadou. Wari, vous nous appelez de Drôme. Bonjour Wari. Oui, bonjour. Du Drôme, pardon. On vous écoute. Voilà, c'est ça. Donc moi je voulais intervenir par rapport à ce que Marine Le Pen en fait avait dit. Donc voilà, par rapport au voile et tout ça. Donc moi je voulais intervenir par rapport à ça. Franchement, ça fait combien d'années que les Maghrébins en fait ils sont en France, d'accord? Donc du coup, on en est à la 4e génération maintenant. Exactement, on en est à la 4e génération. Alors du coup ils disent que les femmes soi-disant elles sont soumises de notre en fait issues de notre communauté. Par rapport à ça, donc nos parents, moi je sais parce que ma mère, voilà, elle a été discriminée et tout ça, donc ils ne voulaient pas sortir, pas aller travailler, rester chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert de cette
discrimination. Aujourd'hui, entre guillemets, nos sœurs, nos femmes veulent sortir pour aller travailler, mais on les accepte pas comme elles sont. C'est ce que dénonçait il y a quelques secondes encore Aziz Seni. Exactement. Après, il ne faut pas dire que, voilà, que les gens ne veulent pas essayer de s'insérer dans la société et tout, parce qu'on ne veut pas les prendre comme elles sont. Donc après, voilà, il vaut mieux prendre les gens comme ils sont pour qu'eux, ils puissent prendre en fait comme la société comme elle est. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci Wari, merci. Amadou de Grenoble. Bonjour Amadou. Bonjour Amadou, on vous écoute. Bonjour à toi, merci de m'avoir passé la parole. Mais c'est avec plaisir, on vous écoute. Oui, merci à Sida Seni qui est vraiment évolué en politique, mais le problème, il n'est pas là. Regarde ce qu'il a dit. Là, il faut nommer le nom de la propriété d'une chose. La religion est une religion, n'a rien à voir avec la politique qui vient de Dieu. Donc, les musulmans devraient prendre leur religion à responsabilité. Effectivement, pourquoi on laisse notre religion sous tutelle de la politique que la politique s'occupe de nous? La question est de comprendre comment c'est simple. Les attentats se posent sur le nom de l'islam. Tous les musulmans ne sont pas responsables. Mais la religion, elle est communautaire, c'est sa communauté fidèle qui les soutient. D'accord, sur son côté-là, tous les nouveaux les débats qu'on a montrés, Macron, il a été ministre des Finances comme Sarkozy. Tous ils ont passé, ils ont gouverné la France, ils n'ont rien fait. On cherche le nouveau politique, une nouvelle tête. Il faut voter en tant que citoyen. On a tous le même amour, le même saveur de la France. La France appartient à tous les Français. Il ne parle pas de la diversité de la société française. Exact. Depuis dans les temps des rois. Il ne parle pas de ça parce que c'est l'identité patriotique. Merci Amadou. Merci et bonne continuation. Merci à vous Amadou, très pertinent. Il vous a interpellé d'ailleurs Aziz Seni. Vous voulez réagir? Sur ce qui a été dit sur la prise en main du culte, c'est encore autre chose. Moi, j'ai regretté, par exemple, que François Hollande nomme Monsieur Chevènement pour cette fondation de l'islam. Encore une fois, j'ai le sentiment qu'on est dans une vision un peu paternaliste, victimaire. Moi, j'interpelle pas les gens à travers leur foi, j'interpelle pas les gens en fonction de leur appartenance à une communauté réelle ou supposée. Je les interpelle en tant que citoyens, en tant que Français, en tant qu'habitants du monde aussi. Il y a chacun a une part de responsabilité dans cette grande organisation qui est le pays, qui est notre pays, la France. Avant de retrouver à Gonesse Kader, je le rappelle, celles et ceux qui peuvent encore se procurer un ouvrage remarquable qui s'intitule, de Aziz Seni, qui en est l'auteur, L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier aux éditions Brochet. C'est bien ça? L'archipel. L'archipel, pardon, l'archipel, absolument. Kader, bonjour Kader. Bonjour, on vous écoute. Non, je voulais dire juste quelques mots au niveau de la discrimination. La discrimination, pour moi, elle est ancrée dans certaines têtes de politiciens, évidemment comme Le Pen et compagnie, ceux qui, leurs parents ont connu l'Algérie. Et c'est depuis toujours, cette discrimination, elle y est depuis le colonialisme. Elle n'a pas disparu, et ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas cherché à comprendre. Et pourtant, l'Algérien, moi, ça fait 50 ans que je suis en France, et j'ai toujours la même chose. C'est ce que disait le précédent, justement, auditeur, qui rappelait qu'il y avait plusieurs générations de Français issus de l'immigration. Voilà, j'ai presque 70 ans aujourd'hui. Et bon, j'ai étudié avec les Français, on avait, pour vous dire, juste une bonne chose, parce que j'ai ma mère, on lui donnait une carte, on appelle carte Zolga, c'est-à-dire la carte d'indigène. On nous a toujours pris pour des indigènes, et ça continue encore, on porte le foulard, on ne s'exprime pas, on n'est pas... Et pourtant, dans l'islam, on a des trucs inimaginables qu'ils n'ont jamais compris ce que ça veut dire, parce que nous, on a une réalité de l'islam. On côtoie tout le monde et tout dans la même couleur, tout le monde est identique, qui s'appelle Jean ou qui s'appelle Mohamed, on est tous pareils. Merci Kader. Voilà. Merci de votre intervention. Aziz Seni. Allez, bonne journée à vous. Kader, il est en train de nous dire clairement, il faut combien de générations avant qu'on arrête de nous parler d'intégration, qu'on arrête de nous dire qu'effectivement on est français, on nous renvoie à nos origines, comme l'a dit d'ailleurs Amadou et tous les autres. Excusez-moi, je vais vraiment pas être politiquement correct. C'est bien de dénoncer ces discriminations, ces conservatismes. On le voit d'ailleurs dans les organigrammes de tous ces candidats. Regardez, rien que par le nom patronymique, prenez des photos, voyez la parité homme-femme, voyez cette diversité, est-ce que toutes ces équipes sont aux couleurs de la France, du plus à gauche à l'extrême droite, regardez, est-ce qu'ils sont représentatifs de cette France du 21e siècle? Prenez les organigrammes des très grandes entreprises, prenez les organigrammes de tout ce qui fait la société civile, les syndicats par exemple, les grandes associations, voyez toutes ces organisations et voyez qui est au conseil d'administration, quels sont les boards qui aujourd'hui sont composés d'hommes
plutôt que de femmes, de blancs plutôt que de diversité. Il y a un conservatisme très fort, mais ça ne suffit pas et ça ne doit pas servir d'excuse. Qu'est-ce que font ces gens pour eux-mêmes et pour cette société et pour notre pays? Je parlais tout à l'heure du taux d'abstention dans les quartiers. C'est un exemple. L'engagement dans les associations, encore trop faible. Il y a plein d'associations qui font des choses intéressantes et qui manquent de bénévoles. Les syndicats ont ouvert leurs bras à tous ces gens. Venez vous engager, venez prendre votre part de responsabilité. C'est très bien de critiquer, c'est très bien de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais avant tout, il faut se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour contribuer à résoudre ce problème? Aziz Seni, c'est notre invité encore quelques minutes. Dites-moi, Aziz Seni, il y a un chapitre, moi, que je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes proche aussi, y compris de Bébéar, Claude Bébéar, le fondateur d'AXA, et puis plein d'autres. Alors aujourd'hui, je vais parler d'entreprendre dans les quartiers populaires. Est-ce qu'on peut encore entreprendre en France, notamment quand on voit ce phénomène nouveau qui se développe, qui s'intitule Uber? Alors, que pensez d'Uber aujourd'hui? Au-delà de la marque Uber, c'est un phénomène qui est en train de se développer. En particulier, puisque c'est le sujet dans un certain nombre de quartiers populaires où, eu égard à une forme de discrimination territoriale, le délit de code postal, discrimination ethnique, le délit de faciès, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui se disent bah, ma foi, il est plus facile de trouver un client que de trouver un patron. Il est plus facile d'aller me mettre à mon compte plutôt que d'aller continuer à chercher un emploi qui n'arrivera peut-être pas. Donc effectivement, l'uberisation est quelque part un phénomène qui se développe plus auprès de ceux qui ont des difficultés à aller sur le marché du travail. Pour certains, ça marche très bien, et puis pour d'autres, c'est un peu le mirage, ça ne fonctionne pas forcément. On a une minute avant de rendre l'antenne. Dites-moi, Aziz Seni, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une américanisation de notre société française qui consiste à dire que chacun va monter sa boîte, chacun va créer son travail, chacun va développer en tout cas son univers? Non, je ne crois pas qu'on va aller sur un extrême. Je pense que c'est un phénomène qui va prendre naturellement et qui prend naturellement sa place. Mais je ne crois pas au tout ubérisation. Je crois sincèrement qu'il faut laisser une place aux gens qui ont envie de se mettre en indépendant, baisser les taxes. Une proposition que je fais très concrète, parce que c'est bien de critiquer, mais sur la partie entrepreneuriat, aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de données chiffrées de la part des banques. Je m'explique. En 2008, il y a eu une grande crise financière. Les banques ont placé de l'argent, on ne sait pas comment, mais se sont retrouvées dans la spirale madoffienne et ont été en crise. Pour renflouer leur caisse, elles se sont tournées vers l'argent de l'État, en particulier vers la Banque européenne, où elles ont emprunté 1000 milliards, en promettant qu'elles allaient redistribuer cet argent aux PME. Aujourd'hui, quand vous allumez votre radio, vous ouvrez un journal, vous avez tous les réseaux bancaires qui vous disent « nous sommes les premiers sur la création d'entreprises ». Eh bien moi je propose de la transparence. De la transparence. Il faudrait que chaque année, dans le bilan des entreprises, de ces banques, on puisse savoir à qui elles ont prêté, la taille des entreprises et aussi les zones géographiques où va cet argent. On n'a pas de transparence. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle loi, simplement de demander à ces banques qui, quand elles ne vont pas bien, se tournent vers l'argent public, simplement de faire un peu de transparence et de demander à l'État d'avoir le courage d'imposer ça dans le conseil d'administration, puisque l'État est actionnaire de bon nombre de passionnant. banques. Effectivement, vous reviendrez, Aziz Seni. Avec grand plaisir. Vous reviendrez. Merci infiniment d'être venu Merci ici. de votre invitation. Dans l'Actu C'est Toi. Merci à tous celles et ceux. Vous savez, vous avez été extrêmement nombreux. On n'a pas pu prendre tout le monde, malheureusement. Mais voilà, on est là tous les jours, de 9h à 10h. C'est votre nouveau rendez-vous. Merci à Fabrice à la réalisation. À demain avec autant de plaisir.